Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les Carrefours de l'IA, le rendez-vous mensuel pour découvrir des cas d'application de l'IA en entreprise et des résultats de recherche. Et aujourd'hui, nous parlerons de l'IA dans le domaine des neurosciences. Et ce webinaire, pour rappel, est organisé dans le cadre de Digital Wallonia for AI en partenariat avec Trail, les AI for Belgium, l'AWEX et les Hubs Digital Wallonia et avec le soutien du service public wallon. Et je ne vais pas du tout tarder, je vais directement passer la parole au modérateur du webinaire, qui est Gaëtan Ransonnet. Et je vais te présenter Gaëtan. Donc Gaëtan a effectué un doctorat en neuroimagerie, en particulier sur les IRM de la matière blanche du cerveau, conjointement à l'École polytechnique fédérale de la Lausanne et à l'Université catholique de Louvain. Et il y a un an, il a rejoint l'initiative Trail, Trusted AI Labs, qui est partenaire et qui co-organise dans ce cas-ci le webinaire et qui est fédérant des acteurs de la recherche en intelligence artificielle en Belgique francophone. Il y exerce le poste de gestionnaire de projet avec le but de rendre les résultats de ses recherches en IA utilisables en pratique par les entreprises de notre région afin de stimuler l'innovation. Il continue aussi à être impliqué comme chercheur dans des études cliniques des troubles du cerveau à l'UCL. Gaëtan, je te laisse tout de suite la parole. Merci beaucoup Antoine, bonjour à tous et merci pour l'invitation à présenter ou à modérer ce webinaire avec un sujet qui me tient à cœur, comme tu l'as dit, puisque les neurosciences et la neuroimagerie ont été au cœur de mes recherches depuis un peu plus de 6 ans. Alors ici, je ne vois pas très bien si on voit bien mes slides ou pas. On voit les vignettes sur la gauche, mais on ne voit pas le... Super, maintenant on le voit. Ici, c'est mieux, merci. Voilà. Ouais, okay. Et voilà, en guise d'introduction, aujourd'hui, je vais plutôt porter ma casquette de chercheur et je voulais replacer un peu les neurosciences comme un enjeu sociétal et surtout un enjeu de santé publique. Et plutôt que de donner des coûts en euros sur le système des soins de santé, etc., j'aime bien revenir au nombre d'années de vie perdues ou vécues avec handicap en moins bonne santé dû à la maladie. Et cette étude du Lancet qui est faite depuis les années 90, elle estime que les maladies neurologiques représentent 4% de ces années perdues et les troubles de la santé mentale 5%. Donc en tout, on a quand même 9% des années de vie perdues ou vécues avec un handicap qui sont dues à des troubles du cerveau. Et ce qui est intéressant aussi de regarder dans ce schéma, c'est la couleur, parce que plus c'est foncé, plus ça a augmenté depuis les années 90. Et il n'y a pas beaucoup de catégories de maladies, à part ici peut-être le diabète, qui ont autant augmenté que les troubles liés au cerveau. Donc on a un vrai enjeu à l'échelle mondiale. La Belgique n'y échappe évidemment pas. Ici, on a par exemple les troubles de l'anxiété, ou plutôt santé mentale, avec des prévalences qui vont de 5 à 14% selon les âges et le sexe, ce qui est quand même assez important. Et en plus, historiquement, on observe un petit désavantage des régions bruxelloises et wallonnes qui ont des prévalences un peu plus élevées, par exemple, que la région flamande. Ici, c'est les données qui s'arrêtent en 2018. Le graphe d'avant, c'est 2019. On sait aussi tout ce qui s'est passé entre-temps, et donc il y aura d'énormes défis à relever après la pandémie, notamment en termes de santé mentale. Alors, l'IA et les neurosciences sont intimement liées. En étant plus ou moins rigoureux, on pourrait même dire que les neurosciences ont inspiré les premiers réseaux de neurones. Et les réseaux de neurones, c'est la technologie qui, sur ces 10 dernières années, a permis à l'IA de faire ces spectaculaires bonds en avant avec plein d'avancées dans toute une foule de domaines. Et ici, j'ai un exemple, une étude qui est sortie il y a à peine un mois, que je trouve assez parlante. Donc, c'est des chercheurs d'Harvard et de Google qui ont mis 1 mm3 de cerveau humain dans un microscope et qui ont généré 1,5 pétabyte d'images. Donc, un pétabyte, c'est 1000 téras, c'est 1 million de gigas. C'est évidemment beaucoup trop gros pour être traité par un seul homme ou même par 1000 hommes. Et donc, ils ont entraîné une intelligence artificielle pour repérer les cellules et les colorier en rouge, en jaune, en bleu, selon le type de cellule. Mais même ça, c'est encore trop gros pour être analysé. Donc, on va devoir entraîner une deuxième IA qui, elle, va faire les analyses, les compter, faire des statistiques et regarder un peu le fonctionnement et les interactions des cellules entre elles. Donc, on a vraiment de l'IA qui analyse des données créées elle-même par de l'IA. Et moi, ce qui achève de me donner le tournis dans cette étude-ci, c'est de se dire qu'un petit cube d'1 millimètre de côté, dans le cerveau, on en a de l'ordre de 1 million. Donc, c'est vraiment énorme. Et face à la taille de ces défis, il y a eu des grands investissements, notamment en recherche par les puissances publiques, États-Unis en tête, mais l'Europe augmente également ses investissements.
Et ce graphe-ci montre le Japon, ne montre même pas encore la Chine, qui va aussi s'y mettre et qui risque d'aller assez vite. Au niveau des marchés, évidemment, ça crée beaucoup d'opportunités, d'innovation. J'ai trouvé une estimation du marché total neurosciences à 30 milliards en 2020, mais une croissance prévue de 3% annuelle pour arriver à 37 milliards en 2027. Pour le marché global, alors l'IA devient de plus en plus grand là-dedans. Et si je prends un marché un peu plus petit, j'ai trouvé par exemple les applications en radiologie qui utilisent de l'IA et qui ont déjà une certification CE européenne. Et on voit de nouveau l'importance de la neuro ici, qui est la plus grosse catégorie. Et donc voilà, il y a beaucoup d'opportunités d'innovation, beaucoup de belles entreprises aussi en Belgique et en Wallonie. Certaines étaient évoquées, malheureusement pas toutes, dans un article récent de l'Echo, encore il y a moins de 3 semaines. Alors on ne peut plus faire des neurosciences seuls. Pour faire des collectes de données à cette échelle-là, il faut se mettre à plusieurs. On atteste des grandes études comme au Royaume-Uni avec la biobanque où on va suivre 500 000 adultes et collecter toute une batterie de tests et de mesures, neuro et autres d'ailleurs. Aux États-Unis, on va suivre 12 000 adolescents pendant 10 ans, donc à partir de l'âge de 10 ans jusqu'à ce qu'ils aient 20 ans, à intervalles réguliers. Et la Wallonie s'inscrit aussi dans cette dynamique de collaboration et de collecte de données à grande échelle, avec une initiative d'innovation stratégique wallonne qui vient d'être déposée, qui s'appelle Remedia, pour Réseau ouvert d'expertise en médecine et système par l'IA. Il y a 15 partenaires, des universités, des hôpitaux, des centres de recherche agréés, avec le soutien bien sûr, et même le projet même porté par le consortium TRAIL. Et cette initiative fait la part belle aux maladies neurodégénératives, entre autres, avec aussi la médecine personnalisée, la médecine des 4P, dont je pense qu'on va entendre encore parler avec les intervenants d'aujourd'hui. Et puis, un dernier message avant de passer la parole au premier intervenant, c'est à notre échelle, en tout cas, moi, ce que j'ai remarqué dans nos équipes chez Benoît Mac à l'UCL, c'est un fort intérêt, et même un intérêt croissant des jeunes et des ingénieurs de dernière année, parce que nous, on n'est pas une fac de neurosciences, on est des ingénieurs. Et cette année, par exemple, on a 11 mémorants de dernière année sur un thème neurosciences, sur 30 en tout. Il y a 3 ans, 4 ans, on était plutôt à 2, 3 ou 4. Donc voilà, s'il y a des entreprises aussi qui pensent à leur recrutement, etc., je crois que c'est vraiment un thème qui passionne les jeunes. Et je vais préparer la transition pour le premier intervenant. On ne peut pas parler de neurosciences et d'intelligence artificielle, évidemment, sans parler du Canada, qui a été pionnier vraiment dans les deux disciplines. Et le MILA, par exemple, à Montréal, le centre du MILA a été un des points de repère et des points de comparaison lors de la création de Trail et continue encore à être une source d'inspiration pour nous et de comparaison. Et donc, pendant que je cède le contrôle des écrans et du son à Antoine, je vais présenter Michel Bricteux, qui est notre premier intervenant du jour. Michel Bricteux est conseiller économique et commercial à la WEX, vous l'aurez compris, à Montréal, où il réside depuis 4 ans. Son travail consiste à aider les entreprises wallonnes à étendre leurs activités à Montréal, ainsi qu'à attirer des investisseurs de ces pays en Wallonie. Et à cause du décollage horaire, on aura une vidéo préenregistrée de Michel Bricteux qui va durer pour information à peu près 15 minutes. Eh bien, nous sommes très heureux de vous accueillir quelques instants à Montréal pour vous dresser un bref aperçu des avancées canadiennes en matière d'intelligence artificielle. Et quand je dis nous, eh bien, je veux parler de toi, Adrien. Adrien, tu es agent de liaison scientifique pour Wallonie-Bruxelles, basé ici à Montréal. Et moi-même, eh bien, je cumule en fait les fonctions de conseiller économique et commercial de la WEX et d'animateur du hub numérique Digital Wallonia, également à Montréal. Alors, ce Canada, il occupait la 4e place au classement 2020 du Global AI Index. Et c'est une performance qui s'explique depuis plusieurs années par des investissements consentis au bon moment, par la mise en place dès 2017 d'une stratégie nationale en IA, par une capacité d'attraction et de rétention de talents international, et enfin, une réflexion approfondie sur les aspects éthiques liés au développement et à l'adoption de l'IA. Adrien, toi, tu couvres au départ de Montréal l'ensemble du territoire canadien et tu peux peut-être nous en dire quelques mots
et nous dire ce qui fait de cet immense territoire une référence, un champion de l'IA au niveau international. Oui, tout à fait. Merci Michel. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour vous annoncer que nous aurons la chance d'accueillir Vincent François, qui est un de nos chercheurs spécialisés en deep learning et qui revient d'un séjour postdoctoral à Montréal. Alors, il pourra nous faire part de ses impressions et de son vécu au sein de l'écosystème montréalais pendant presque 2 ans ici. Alors oui, l'intelligence artificielle, c'est une priorité du gouvernement fédéral, comme tu l'as rappelé Michel, puisque dès 2017, le Premier ministre Trudeau décide de mettre en place la première stratégie nationale en IA du Canada, avec un budget initial de 125 millions de dollars, plus ou moins 100 millions d'euros. Alors l'accent, il est mis où? La volonté de faire du Canada l'un des chefs de file en matière de recherche au niveau international. Cette force de frappe scientifique, elle s'articule autour de 3 grands centres de recherche nationaux qui sont répartis sur le territoire. Tout d'abord à Edmonton, en Alberta, avec le AMI, Alberta Machine Intelligence Institute, et son directeur, c'est Richard Sutton, qui est l'un des chercheurs les plus cités au monde dans le domaine de l'apprentissage par renforcement. Le deuxième centre, il est lui situé à Toronto, en Ontario, c'est le Vector Institute. Et lui, son conseiller scientifique, c'est autre que Geoffrey Hinton, qui est spécialiste international reconnu en matière de réseaux de neurones artificiels. Et puis enfin, on a le MILA, ici à Montréal, l'Institut québécois d'intelligence artificielle, et qui a été fondé, entre autres, par Yoshua Bengio, qui est considéré comme l'un des pères fondateurs de l'apprentissage profond. Alors, chacun de ces centres dispose bien entendu de spécificités, et qui oblige pour aujourd'hui. On est ravis de mettre en avant la priorité qui est celle de Yoshua Bengio, du MILA et des universités québécoises en règle générale, sur la nécessité de développer une IA responsable et qui apporte ses bienfaits à toute la société. Alors, au cœur de cette stratégie, on retrouve d'ailleurs l'initiative de l'UDEM, l'Université de Montréal, qui est la déclaration de Montréal pour un développement responsable de l'IA. Alors, l'excellence scientifique canadienne en matière d'IA se traduit également par une stratégie assertive du pays pour attirer au pays donc les chercheurs de renommée mondiale à travers des programmes de chaires d'excellence, mais on a aussi une stratégie pour faire venir les jeunes scientifiques via des bourses doctorales et postdoctorales. Et ça porte réellement ses fruits, puisque aujourd'hui 4 villes canadiennes, Toronto, Vancouver, Ottawa et Montréal, figurent parmi les 20 premières villes en Amérique du Nord relativement à la disponibilité, à la concentration et à la rémunération des talents en technologie. Alors on a Toronto qui va se démarquer par la concentration la plus importante au monde pour des entreprises en démarrage dans le domaine de l'IA, donc pour les startups, tandis qu'à Montréal, là, la ville regroupe le plus grand nombre de chercheurs universitaires dans le domaine de l'apprentissage profond, près de 600 chercheurs aujourd'hui. Alors dans ces villes et ailleurs au Canada, les entreprises ont accès aux experts dont ils ont besoin pour établir, faire croître et mettre en marché leurs technologies fondées sur l'IA. Et donc, on l'aura bien compris, le lien entre la recherche et l'entreprise est plus qu'étroit au Canada. Un mot maintenant, si vous le voulez bien, sur l'écosystème entrepreneurial de l'IA au Canada. Un écosystème qui recensait en 2020 plus de 670 entreprises actives dans cette thématique. Et on le devine, ces entreprises se sont établies au plus près des grands centres d'excellence en R&D, que sont le Grand Toronto, le Québec, la Colombie-Britannique ou encore l'Alberta. Et pour la seule année 2019, les champions canadiens de l'IA ont procédé à pas moins de 57 levées de fonds en capital risque, lesquelles ont débouché sur près de 658 millions de dollars américains en prise de participation. Et il s'agissait à l'époque d'une progression de 50% par rapport à l'année précédente. Les startups, les startups canadiennes n'étaient pas en reste, puisque 8 d'entre elles figuraient parmi les 100 startups les plus prometteuses au monde en 2020. Alors, Adrien vous en a touché un mot. La capacité canadienne à attirer et retenir les talents a permis au pays d'accueillir des grands joueurs mondiaux, parmi lesquels on retrouve aujourd'hui Microsoft Research, Ericsson, HSBC, Facebook, Fujitsu ou encore Google DeepMind. Revenons, si vous le voulez bien, à Montréal, où on va retrouver Adrien et Vincent François. Et merci Michel. Alors on vous propose maintenant un petit aperçu de l'écosystème québécois en IA à travers le témoignage de Vincent François et notamment avec un focus sur le hub montréalais. Alors commençons tout d'abord par une rapide présentation de Vincent pour qu'il puisse nous expliquer qui il est et d'où il vient. Vincent, la parole est à toi. Donc, je suis Vincent François Lavet, je suis professeur assistant à la VU Amsterdam. Donc, j'ai fait un doctorat à l'Université de Liège en apprentissage automatique, donc machine learning en anglais.
Et c'était concentré aussi sur l'apprentissage par renforcement. Donc, c'est un des sous-domaines de l'apprentissage automatique. Donc, tout ça dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et puis alors, je suis parti à Montréal pour faire mon postdoc après mon doctorat, où je suis resté 2 ans et demi. Et donc là, je travaillais sur la combinaison du deep learning, donc qui est vraiment un des domaines en plein essor dans le machine learning, et la combinaison de deep learning avec l'apprentissage par renforcement, qui est aussi un des domaines qui permet de faire pas mal de choses intéressantes, comme par exemple de battre le meilleur joueur du monde au jeu de Go. Donc voilà, pendant 2 ans et demi, j'ai travaillé là-dessus à Montréal. Puis je suis revenu quelques mois en Belgique et puis j'ai eu mon poste de professeur assistant donc, à Amsterdam. Et donc voilà, c'est là où je suis pour l'instant à faire de la recherche et de l'enseignement. Alors maintenant, on va demander à Vincent un petit peu quelles sont les raisons qui l'ont poussé à considérer le Canada, et Montréal en particulier, pour effectuer son séjour de recherche postdoctorale. Les forces principales de Montréal, selon Vincent François. Oui, bah c'est vraiment un des endroits où il y a énormément d'activités dans ce domaine-là. Donc ils ont beaucoup investi depuis de nombreuses années et ils continuent à grandir. Chaque année, ils font quasiment plus 50% en termes de nouveaux professeurs, de nouveaux étudiants en doctorat, etc. Donc maintenant, le MILA, qui regroupe donc entre autres l'Université McGill et l'Université de Montréal et aussi d'autres universités, regroupe maintenant plus de 500 personnes, je pense. Donc c'est vraiment un des gros centres mondiaux en effet, dans la recherche en intelligence artificielle. Il y a plusieurs professeurs ici à Montréal qui sont vraiment centrés là-dessus, sur les questions éthiques, essayer de faire des consortiums internationaux, etc. également, pour réguler certaines choses et faire de la recherche, parce qu'il y a encore pas mal de choses qui sont vraiment incertaines sur comment est-ce qu'on doit procéder, qu'est-ce qui est important de réguler, qu'est-ce qui doit être laissé un peu plus libre, etc. Donc en effet, Montréal essaie aussi de se positionner sur ces questions éthiques qui sont évidemment très importantes dans le futur. Ici, dans l'hypothèse, mais qui me semble moins plutôt crédible, que le machine learning et l'apprentissage automatique va continuer à se développer très fort dans les années à venir. Ok, super. Alors peut-être une dernière question, mais qui n'était pas forcément dans le script, mais aussi je crois que je l'avais mis. Mais selon toi, s'il y avait un message à donner donc à notre écosystème en Fédération Wallonie-Bruxelles qui se structure depuis quelques années maintenant en intelligence artificielle, donc notamment avec le Trail et d'autres initiatives, donc que ce soit pour les centres de recherche, les universités, les entreprises de Fédération Wallonie-Bruxelles et de Wallonie, qu'est-ce que tu conseillerais? Quelles sont les opportunités de collaboration avec Montréal? Est-ce qu'il y a des domaines en particulier qui te semblent particulièrement porteurs? On a parlé d'éthique, on a parlé d'apprentissage profond. Est-ce qu'il y a des domaines spécifiques, des sous-domaines entre guillemets de l'IA qui te paraissent particulièrement porteurs? Qu'est-ce que tu souhaiterais mettre en avant selon ton expérience en termes de perspectives de collaboration, que ce soit en R&D ou aussi en opportunités commerciales éventuelles, hein, mais voilà. Oui, donc en effet, il y a un écosystème qui est assez grand à Montréal. Donc il y a des entreprises comme Google, Facebook, DeepMind, etc., qui sont à Montréal également avec des antennes. Et sinon, en effet, il y a des centres de recherche avec le MILA qui les regroupe quasiment toutes. Et alors, les domaines d'expertise, oui, c'est vraiment, oui, en partie l'éthique, comme tu l'as mentionné, mais sinon, oui, c'est vraiment le deep learning, les domaines qui ont vraiment été en croissance dans le machine learning ces dernières années, et avec l'apprentissage par renforcement également. Super, merci beaucoup. Alors vous l'aurez donc compris, c'est cette concentration des talents autour de grandes figures de la recherche comme Yoshua Bengio qui fait la force du Québec en intelligence artificielle et notamment celle de Montréal. Aux universités et centres de recherche sont donc venus se greffer les entreprises, que ce soit des startups prometteuses ou les géants du numérique qu'on a cités tout à l'heure. Alors si toute cette effervescence est indubitablement positive, la province a néanmoins émis le souhait de structurer ces initiatives en assurant une concentration des acteurs du milieu, en les mobilisant autour de projets communs afin de faire de l'IA un véritable levier de développement économique et social pour le Québec. De cette volonté est né le forum IA Québec, dont Michel va maintenant vous parler. Alors, ce forum IA Québec, c'est sans aucun doute pour nous, Wallons,
une plateforme de convergence pour le développement de futurs partenariats entre centres de recherche, entre universités et, bien entendu, entre entreprises wallonnes et québécoises. D'ailleurs, la composition du conseil d'administration du forum nous éclaire sur les grandes orientations, à savoir la santé et la télémédecine, les chaînes d'approvisionnement, le transport et la mobilité, la recherche fondamentale et la recherche appliquée, l'industrie technologique, la valorisation et la gestion des données massives, l'imagerie numérique, les technologies liées à la défense, au spatial et à l'électronique, la formation et l'éducation, les industries du divertissement et les ICC. Ce forum IA Québec constitue un levier de développement économique et social pour la province. Il assure la concertation des acteurs et leur mobilisation sur des projets communs, tout en effectuant un travail de veille et de réflexion stratégique. Il est en outre chargé, et cela nous sera bien utile, de dresser une cartographie de l'intelligence artificielle dans la province. Et enfin, il contribue au rayon international de l'écosystème québécois en intelligence artificielle. On l'a évoqué, la place qu'occupe aujourd'hui le Québec dans le classement mondial de l'IA tient pour beaucoup aux investissements massifs consentis et à consentir par les pouvoirs publics et les acteurs majeurs. Ce sont près d'1 milliard de dollars canadiens qui ont été investis jusqu'ici en IA. Alors pour conclure, on vous présente un bref aperçu des partenariats et des collaborations existantes entre acteurs wallons et québécois en intelligence artificielle. Commençons peut-être par la recherche qui est menée par l'UCL et le Centre hospitalier universitaire de Montréal, le CHUM. Cette recherche, elle vise notamment à utiliser les techniques de deep learning en matière de radiothérapie. C'est aussi à Montréal que Benoît Mac, de l'UCL aussi, a trouvé son inspiration pour mettre en place le Trail Institute et fédérer les forces de l'IA en Belgique francophone. Quant aux entreprises, eh bien aux entreprises, on peut citer les exemples d'ITDM, qui est concepteur de solutions IT, et qui travaille aujourd'hui avec la Ville de Québec à l'élaboration d'un outil de planification du déneigement, un outil qui recourt à l'intelligence artificielle. On peut parler aussi de Dapesco, qui développe un outil d'efficience énergétique, également avec un recours à l'IA. Et dans un futur proche, on prévoit des activités communes avec des acteurs québécois incontournables, des acteurs québécois qui placent l'IA au service de la valorisation des données issues des industries culturelles et créatives, mais aussi des industries du divertissement. Alors, on le voit au travers des ICC et du divertissement, c'est également au cerveau, comme centre des émotions, que l'IA s'adresse désormais. Et voilà qui conclut ce bref tour d'horizon. Alors, le décalage horaire n'aidant pas, on ne sera pas en mesure d'échanger avec vous ce matin, mais on peut vous inviter dès maintenant à nous contacter. On se fera un plaisir de vous orienter dans votre découverte ou votre approfondissement de l'écosystème intelligence artificielle au Canada. Et d'ici là, on vous souhaite une excellente rencontre. Au revoir. À bientôt. Voilà, merci à Michel et Adrien pour leur présentation. S'il y a des questions, on propose de les garder plutôt pour la fin du séminaire parce que le programme est assez chargé. Et je voulais juste dire un petit mot sur les chercheurs Trail wallons, les chercheurs en IA, qui eux aussi font bien attention à l'éthique. Et là, la Charte de Montréal a servi de point de départ, notamment pour des guidelines éthiques. Plus récemment, on s'est un peu rabattu, on a plutôt opté pour des textes européens plus proches de nous. Alors, le prochain intervenant ou la prochaine intervenante est Madame Clarisse Pamies, qui est CEO chez OpenMind Neurotechnologies. Clarisse Pamies possède une excellente expertise dans la conduite d'une équipe vers l'innovation dans le domaine de la santé, mais également dans la transformation de modèles d'affaires dans des espaces incertains. Elle est convaincue que la technologie et la thérapeutique numérique seront une étape clé vers une médecine des 4 P, personnalisée, préventive, prédictive et participative. Et OpenMind Neurotechnologies est la nouvelle génération d'outils scientifiques et expérientiels pour développer le bien-être et la performance au travail. 5 années de recherche et développement avec des partenaires académiques prestigieux leur ont permis de développer des interfaces gamifiées en ligne et en réalité virtuelle qui permettent de mesurer finement les comportements et réactions en situation et de les entraîner.
Alors, Madame Pamiès, je vous confirme qu'on voit bien votre écran en plein écran et je vous cède la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Écoutez, ravie de vous retrouver ce matin sur cette table ronde passionnante. Donc pour ma part, effectivement, je suis data scientist à la base, passionnée par la donnée que j'ai appliquée dans différents cas d'usage et notamment chez Janssen que vous connaissez bien en Belgique en tant que Chief Digital and Data Officer au niveau Europe. Aujourd'hui, donc j'ai rejoint OpenMind, qui est une entreprise qui existe depuis 2016 et qui vise à apporter, et je vais enlever mon carré, qui vise à apporter la nouvelle génération d'outils augmentés pour les coachs et psychologues. Donc en très clair, moi ce que je vais vous présenter, c'est vraiment une application. On n'est pas sur de la recherche fondamentale, même si on en a fait dans notre phase de R&D, mais vraiment comment est-ce qu'on peut appliquer les neurosciences et l'IA dans des produits en fait qui apportent une nouveauté et apportent un plus pour des sujets aussi complexes que la santé mentale et la performance au travail. Donc pour présenter OpenMind, je l'ai déjà dit un petit peu, donc on a eu une phase extensive en fait de R&D. On est une équipe d'experts à la base et de scientifiques, avec à la fois des neuroscientifiques, des psychologues et aussi des data scientists. On a travaillé pour construire nos modèles, nos outils, nos environnements, nos mesures. On a travaillé en collaboration avec des partenaires académiques et on continue. Donc, on est toujours très intéressé par les partenariats académiques. Donc, si c'est également votre enjeu, n'hésitons pas à se connecter après cette présentation. On a travaillé dans le détail avec l'IRBA, qui est l'Institut de recherche biomédicale des armées en France, ainsi que différents laboratoires du CNRS en neurosciences. Aujourd'hui, pour rentrer dans le vif du sujet, que vous puissiez matérialiser ce qu'on fait, le problème auquel on s'adresse, et on l'a vu tout à l'heure en introduction sur les problématiques de santé mentale qui explosent, c'était déjà le cas avant le Covid, mais finalement, évidemment, après le Covid, ça prend toute une autre dimension, comme on le voit aux États-Unis ou en Angleterre, notamment avec les derniers chiffres qui sont dramatiques. La problématique en fait auquel font face tous ces professionnels qu'on appelle les professionnels du développement humain, qu'ils soient coachs, formateurs en soft skills, risques psychosociaux ou psychologues, la problématique qu'ils ont, malgré la force de frappe incroyable qu'ils représentent et puis leur sérieux pour beaucoup de ces acteurs, c'est de finalement rendre tangible ce qu'ils font. Parce que quand on est une entreprise, quand on est un particulier, la dimension, les neurosciences, c'est encore quelque chose de très loin de nous, et la psychologie également, et la manière en fait de travailler sur la prévention de la santé mentale, c'est pas quelque chose de très développé, ou en tout cas il y a des freins sur le fait qu'on ne comprend pas bien forcément exactement les notions qui sont derrière, on a du mal à s'y retrouver. On ne matérialise pas de manière tangible ce qui se passe et ce qui implique pour les particuliers que le premier frein finalement sur les problématiques de santé mentale, c'est surtout ce déni et cette difficulté à aller consulter. Nous, ce qu'on s'est posé comme question, c'est comment est-ce que la technologie pouvait créer ce nouveau langage et aider à mieux matérialiser pour quelqu'un ce qu'il en est quand on travaille sur sa santé mentale, mais aussi sa performance. Et pour ça, on s'est appuyé sur, et c'est encore une fois très schématique parce que là, on est vraiment dans des cas d'application, donc il faut aussi le faire comprendre à tout le monde. Mais ce sur quoi on s'est appuyé, c'est trois grandes parties de la recherche en neurosciences depuis l'an 2000, qui a vraiment explosé, qui est d'abord le fait de passer à une classification dimensionnelle et non pas catégorielle, donc c'est le fameux référentiel RDoC, qui permet vraiment d'appliquer du machine learning sur un ensemble de données qui n'est pas structuré. La deuxième partie, c'est également les thérapies brèves. Donc, vous avez entendu parler de tout ce qui est thérapie cognitive et comportementale, EMDR. Il y a beaucoup de sous-parties dans les thérapies brèves qui aujourd'hui ont pu être démontrées avec des impacts cliniques dans des environnements contrôlés. Et nous, d'ailleurs, on a pu mesurer l'impact de nos produits également dans un papier de recherche qui est à venir sur l'activation des zones cérébrales qu'on souhaite activer via nos produits. Et puis la troisième chose, c'est évidemment l'opportunité technologique
avec les nouveaux vecteurs comme la réalité virtuelle, mais aussi tout simplement le jeu, qui permettent en fait de multiplier des données par rapport à l'outil, on va dire, traditionnel dans la psychologie ou dans le coaching, qui va être des questionnaires psychométriques, qui va donc être sur du déclaratif. Donc là, on va plus loin grâce à ce vecteur technologique qui permet de recréer finalement des environnements écologiques de mesure. Donc nous, ce qu'on a développé chez OpenMind, c'est une suite qu'on appelle OpenMind Neurotechnologie, qu'on met dans les mains de professionnels, donc qu'ils soient coachs, psychologues, professionnels des risques psychosociaux, donc psychologues en entreprise, et tout ça en fait dans l'objectif de vraiment matérialiser et augmenter leur impact. Donc qu'est-ce qu'on leur met entre les mains? Déjà des interfaces de jeu qui sont multi-supports, donc on a des interfaces en ligne et en réalité virtuelle. C'est toujours basé sur de l'immersion et avec une dimension ludique également, et ça c'est vraiment une caractéristique éthique forte de notre approche, toujours dans une atmosphère bienveillante. On n'est pas en train de mettre quelqu'un au bord d'une falaise, par exemple. On va toujours faire des stress de charge mentale, mais pas désagréable, voilà, pour que ce soit toujours une démarche positive. La deuxième chose, c'est que pendant qu'évidemment il y a ces jeux qui sont toujours des traductions de protocoles en fait qui ont été validés en recherche des dizaines, voire des centaines de fois, on va aller chercher des données, donc essayer de recréer les données qui ont pu être isolées dans ces protocoles cliniques. Donc ça va être basé principalement, alors on va quand même poser des questions, donc il y aura un peu de psychométrique parce que ça nous permet de faire des comparaisons, mais également on va aller chercher des données comportementales, donc des réactions au jeu, la justesse de réponse, la capacité le temps de réaction évidemment, la capacité enfin ces temps de réaction et ces justesses de réponse quand les règles du jeu changent par exemple, et puis la dimension physiologique, puisque quand on est en réalité virtuelle, on va avoir quelques petits capteurs, alors mini-invasifs, mais qui vont se matérialiser par 2 bagues autour des doigts et puis un capteur pour la respiration autour du ventre, qu'on oublie très vite, ainsi que du eye tracking dans le casque, qui permettent de faire des mesures de l'activité du système nerveux autonome, donc sympathique, parasympathique, au travers de l'activité électrodermale, de la fréquence cardiaque et donc de la respiration. Et tout ça, on va le traduire dans des indicateurs qui sont compréhensibles par, donc c'est toujours cet objectif de traduction, toujours donc autour de 3 grandes familles en fait d'indicateurs qui vont permettre à cette relation entre le psychologue et son patient ou entre le coach et son coaché de travailler en profondeur. Donc on a 3 grands axes de nos KPIs qui reprennent le modèle des compétences psychosociales de l'OMS de 2003. Donc on va avoir les dimensions émotionnelles, cognitives et sociales. Donc on a traduit avec en termes de résilience, agilité cognitive et puis compétences d'interaction sociale authentique pour que ça puisse trouver une résonance et être compris dans un univers de non-spécialistes. Alors ça, c'est ce que je viens de vous montrer, c'est ce que va voir un coach. Ce qui est intéressant, c'est que derrière, évidemment, quand on ouvre le capot, si je puis dire, on a quelque chose d'évidemment beaucoup plus complexe qui nous permet d'arriver à ce résultat. On a ces interfaces qui aujourd'hui donc sont sur plusieurs devices, que ce soit via notre app, nos interfaces en ligne de jeu, et puis en réalité virtuelle avec différents modules d'assessment et puis après d'entraînement. Et tout ça, en fait, donc on a au travers de notre R&D travaillé sur notre modèle d'acquisition, mais aussi de processing, avec une partie des données qui est processée en temps réel, donc ce qu'on appelle du biofeedback, et également par batch, donc via notamment un modèle apprenant. Donc, pour rentrer dans le détail, dans les jeux, il y a des moments de TAR, enfin de lobby, qui nous permettent en fait d'avoir un calcul en fait de la variabilité ou de la manière dont la personne réagit après en situation par rapport à ces moments de lobby. C'est un modèle individuel apprenant qui nous permet aussi de pouvoir comparer après les individus entre eux. Alors, pour rentrer encore un petit peu et vraiment matérialiser ce qu'il en est, comment ça se matérialise pour un individu, donc encore une fois, qui n'est pas un spécialiste, qui a besoin de choses concrètes, et bien finalement, il va vivre, et je vais passer un petit film que vous allez voir, qui n'a pas de son particulièrement, ou en tout cas, je vais enlever le son, qui permet... Vous voyez toujours mon écran ? Oui.
C'est parfait. On voit bien l'écran, oui. Attendez, je vais m'assurer tout de même que vous voyez mon écran. Hop. Voilà. Donc, vous devriez voir. Ah non, flûte, excusez-moi. Les joies du direct, comme on dit. Voilà. Vous devriez voir la vidéo. Oui, on voit bien. Donc concrètement, voilà, la personne va être en réalité virtuelle avec ses capteurs. Elle va jouer à des jeux. Donc là, c'est un jeu de stress de charge mentale. Alors, il y a différents modules. Il y a aussi des modules proches de la capacité à se relaxer ou la capacité à se concentrer. Et donc, il y a une partie des données qui sont données en temps réel et que le coach ou le psychologue peut suivre également pour voir les réactions en fait en situation et après pouvoir débriefer. Alors, pas seulement à partir des données en temps réel, à partir de données dans un rapport automatisé, la capacité à pouvoir débriefer donc, sur les 3 dimensions du modèle. Ce qui est intéressant, c'est ce que disent les personnes qui vivent ces tests, c'est que ça rend complètement tangible voilà, un travail sur des notions qui ne sont pas faciles à aborder, comme l'agilité, qui sont un peu galvaudées, l'agilité, la résilience. Là, on a des KPIs assez clairs sur comment physiologiquement ils s'activent en cas de stress, comment ils récupèrent, quelle est leur charge allostatique. Donc voilà, on arrive à vulgariser des notions qui permettent finalement de rendre tangible et aussi pour le coach d'aller sur des réflexions, on va dire, sur une action plus ciblée. L'autre intérêt, c'est qu'on anonymise également les données pour toutes les personnes dans une équipe, par exemple, ou dans une entreprise, ou une communauté de cadres ou de membres de leadership qui passent tous les expériences et qui, par exemple, au cours d'un séminaire d'équipe, on a des expériences courtes qui vont sur 20 minutes par personne et on peut analyser les données quasiment en temps réel et faire le workshop ensuite. Et donc, ce qu'on voit, c'est les dynamiques en fait au sein d'une équipe, alors qui vont être différentes sur un même jeu. On va avoir des dynamiques très différentes d'activation, des profils aussi de résilience qui vont pas être les mêmes, et puis des profils d'adaptation dans un univers incertain qui est essentiel pour les entreprises aujourd'hui. C'est comment est-ce que je m'adapte, j'innove, mais aussi je m'adapte à l'incertitude pour transformer mon entreprise. Voilà, on arrive à voir finalement de manière groupale et anonymisée comment une équipe se positionne sur ces sujets, ce qui permet évidemment d'être beaucoup plus impactant après dans la manière d'insuffler le bon niveau de changement dans l'entreprise. Madame Pamiès, je ne sais pas si les c'est coachs et normal. psychologues, ce qui est intéressant en fait, au-delà de ces expériences qui sont qui font beaucoup de sens pour les coachés, pour les équipes. Donc ça c'est un plus évidemment dans l'univers du talent development, mais aussi tout simplement dans l'engagement dans une thérapie avec un psychologue. Ce qui est intéressant pour un coach et un psy, c'est qu'il a un modèle vraiment qui est holistique. Donc je parlais du modèle de l'OMS on a peut-être sur perdu les votre écran. compétences psychosociales, qui permet d'aller caractériser en fait sur les axes émotionnels, cognitifs et sociaux en fait tout ce qu'on appelle les compétences socles, qui sont les fonctions derrière. Ce qui est intéressant en fait, c'est qu'un psychologue ou un coach, d'habitude, il peut rester finalement qu'à la surface des choses en allant beaucoup avec des questionnaires psychométriques, alors qu'ils sont validés scientifiquement, qui sont extrêmement intéressants et très profonds. Des mesures aussi, ce qu'on appelle 360, qui permettent d'aller regarder comment la personne est perçue par ses pairs. Et aussi des observations en situation. Mais c'est vrai que ce qu'on lui donne, en fait, c'est un levier d'aller, le levier d'aller jusqu'à des mesures du corps et émotionnelles qui permettent vraiment d'aller sur la fonction et donc de dépasser en fait parfois des biais de perception qu'on peut avoir. C'est pour ça que les coachs et psy avec qui on travaille, par exemple, appliquent beaucoup nos technologies auprès de femmes. En entreprise, en tout cas, c'est un sujet qui fonctionne extrêmement bien, puisque dans nos données, on est capable de voir en fait que quand on pose des questions sur la perception aux femmes, elles vont avoir tendance à se sous-estimer sur tout un ensemble de dimensions, y compris émotionnelles, alors que quand on les mesure objectivement, eh bien, on n'a pas de différence significative de comportement par rapport à leurs collègues masculins. Voilà, donc ça permet de travailler en fait vraiment sur les biais, que ce soit culturels ou, on va dire, en l'occurrence de genre.
Madame Papies. La dernière chose que je voulais mentionner, c'est que pour la recherche, on est vraiment sur une mine de données qui croît énormément avec le temps. Donc, toutes nos données, quels que soient les devices, en fait, sont consolidées et anonymisées, bien sûr, dans une base de recherche, en fait, tout au fur et à mesure du nombre de clients qui augmente fortement. Et ça nous permet de travailler de plus en plus sur des profils individuels dimensionnels. C'est comme ça qu'on a travaillé sur des profils multidimensionnels, enfin dimensionnels, multicatégoriels sur la résilience, mais également de produire en fait des rapports comme on l'a fait dernièrement sur l'analyse en fait de l'impact du Covid sur les compétences et sur le bien-être et la santé mentale. Tout ça de manière holistique, d'un point de vue groupal. Voilà. Donc ça, c'est évidemment des choses qui restent encore en plus. On va dire le monde des possibles est beaucoup plus demain que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant parce qu'on a été beaucoup pris par la construction de nos produits. Mais là également, on est très intéressé par des partenariats. Voilà. Et puis, pour vous expliquer où on en est chez OpenMind, on a travaillé en fait alors aujourd'hui, on a été beaucoup sur notre marché domestique qui est la France, où on s'est développé auprès de coachs. D'ailleurs, on a établi un partenariat avec l'International Coaching Federation dernièrement, qui nous permet aussi de diffuser nos technologies dans les mains de tiers, avec des clients finaux en fait qui nous utilisent sur des problématiques d'apprentissage, de prévention de la santé mentale et sur la partie évidemment de développement des soft skills. Et nous, on fait vraiment pas la différence entre les deux. On veut vraiment avoir une approche holistique. On pense que les deux se tiennent. Mais voilà, aujourd'hui, on est en train de se développer à l'international, tout juste, puisqu'on va au CES en janvier. On a notre premier coach certifié en Belgique bientôt. Et on est très preneur aussi de partenariats en Belgique pour diffuser nos technologies et puis travailler ensemble pour les améliorer. Et on lève des fonds. Voilà, toutes les perspectives qui nous attendent. Encore une fois, sur un beau champ d'analyse qui permet aussi de redonner, enfin notre objectif c'est vraiment de redonner à l'individu les clés de comment il fonctionne et des capacités à le ressentir et à le comprendre grâce aux neurosciences et à l'IA. Merci beaucoup, Madame Pamies. Alors, on avait un petit peu perdu l'image sur les dernières minutes, mais on a bien compris, bien entendu votre discours. On a bien noté que vous arriviez en Belgique aussi. Le message est bien passé. Merci. Et l'intervenant suivant est Monsieur Guicheron. Depuis 1993, Guicheron est professeur ordinaire et directeur du laboratoire de neurophysiologie et biomécanique du mouvement, LNMB, à l'Université libre de Bruxelles, et aussi directeur à Mons du laboratoire d'électrophysiologie. En 2012, il a co-créé l'entreprise Human Waves, qui est une spin-off de son laboratoire LNMB de la Faculté des sciences de l'ULB. L'entreprise développe des produits et propose des services issus des neurosciences et présentant des applications très diverses. Alors, on ne voit pas encore l'écran de Monsieur Choron. Alors, vous m'entendez? On entend bien, oui. Moi, je me vois. Alors, pourquoi vous ne me voyez pas? Attendez. Normalement, ma caméra est allumée. Attendez. Ainsi que mon micro. Mais pourquoi on ne me voit pas? C'est étrange. Attendez, je vais voir si je peux partager. Alors, là. Voilà. Vous voyez mon écran? Ah, il y a quelque chose qui apparaît. Oui, on voit votre écran. On voit l'ensemble de l'écran. Voilà. Alors, effectivement, Là, on voit votre présentation, mais pas encore en plein voilà. écran. Voilà, ok, très bien. Merci. Vous m'entendez, vous voyez. Donc, j'ai intitulé mon intervention aujourd'hui l'IA, les neurosciences intégratives et le métavers. Et ne sachant pas très bien quelle était la philosophie du séminaire d'aujourd'hui, je me suis proposé de revisiter certaines des notions actuelles dont on parle beaucoup. Et vous le savez, donc on nous prévoit un monde extraordinaire avec l'intelligence artificielle, je dirais,
associées aux toutes les technologies, y compris évidemment les neurosciences. Et alors le fait paradoxal que j'ai trouvé dans cette façon de voir les choses aujourd'hui, c'est d'abord un investissement des GAFA dans ce domaine, un investissement considérable, mais en même temps, ils entretiennent, que ce soit Bill Gates, Elon Musk ou Stephen Hawking qui nous a quittés, qui n'était pas dans les GAFA, mais ils entretiennent l'idée que l'IA, que l'intelligence artificielle soit quelque chose de dangereux pour l'humanité. Donc, je dois vous avouer que je n'ai toujours pas très bien compris le but de ces antagonismes, de ces paradoxes. Alors, la première chose qui me semble intéressante de revisiter ensemble et ne pas oublier, n'est-ce pas, c'est que le cerveau est une structure qui a été sélectionnée et qu'elle génère du mouvement. C'est quelque chose qu'on oublie assez souvent. Et on peut même pousser l'idée que l'activité mentale, sur laquelle repose quand même pas mal de ces activités de l'IA, est en fait un mouvement internalisé. Et je voudrais aussi juste aborder le problème, non pas pour faire compliqué, mais pour qu'on puisse se rendre compte justement de la beauté de notre système nerveux et du cerveau en particulier, dont on ne connaît encore qu'environ, à mon sens, 10% de la complexité. C'est une complexité à multiples dimensions, et je vais pas redonner un cours, évidemment, c'est juste appuyer sur le fait qu'il y a à la fois de l'architecture redondante, très compliquée, hiérarchisée, et chacun disons, des 4 niveaux que vous voyez sur cette diapositive, le niveau cortical, le niveau sous-cortical, le tronc cérébral, la moelle épinière, chaque environnement, donc chaque section est un univers en soi. Et donc les boucles récurrentes sont extrêmement nombreuses, et il faudra évidemment que la recherche fondamentale s'intéresse à toutes ces connexions pour un jour comprendre ce que l'on fait avec cet ensemble neuronal. Surtout qu'à la limite, si on implante des électrodes, si on continue depuis, d'ailleurs vous le savez, depuis les années 2000, même juste avant, on pouvait enregistrer, on pouvait stimuler, on pouvait utiliser ces informations, que ce soit des informations qui viennent du cortex ou des informations aussi ou des stimulations dans la région sous-corticale. Le tronc cérébral reste encore une région qui est fondamentale, mais qui est encore peu explorée. C'est le moins qu'on puisse dire. Et la moelle épinière, de même, cette simple moelle épinière, pourrait-on dire, est le siège de réseaux extrêmement compliqués, multiples, que l'on peut également aborder. Donc, ça voulait dire tout cela qu'il y a énormément de choses à faire et que nous devons en tenir compte dans l'imaginaire qui est actuel, qui est porté par l'intelligence artificielle, par le BCI et aussi par ce qu'on appelle maintenant le métavers. Je pense qu'il faut garder les pieds sur terre et surtout aller encore travailler sur le plan fondamental pour mettre en évidence cette richesse du mode opératoire cérébral. Alors, il y a un des phénomènes qui aujourd'hui, pour lequel tout le monde est d'accord, c'est que le cerveau est un oscillateur. Et je représente ici une simple image de ce que c'est qu'une oscillation. Le potentiel de membrane des neurones, on a toujours pensé qu'il était stable, mais les neurones, je dirais ceux qui fonctionnent en tout cas dans le cortex et dans les régions sous-corticales, sont le siège d'oscillations majeures. Donc on ne peut plus imaginer un système simplifié, il faut imaginer les oscillations et le dialogue oscillatoire est au centre des préoccupations actuelles. Et donc, quand on fait du BCI à partir de l'activité électroencéphalographique, eh bien, nous basons sur le fait que le cerveau est bien un oscillateur. Et il faut, pour s'en convaincre, je vais assez rapidement, mais voilà par exemple une tranche qui reprend donc le thalamus et le cortex. Donc, c'est une tranche qui a les deux, et c'est un tissu humain. Et vous voyez, vous venez de voir des oscillations qui sont celles de repos et du sommeil. Et là, vous avez l'activité de ces neurones thalamo-corticaux à l'éveil. Donc vous avez 2 modes de décharge fondamentalement différents qui vont alterner sur la tranche maintenue en vie. Et donc les oscillations ici, c'est le sommeil. Cette tranche est en train de dormir et elle est portée par des oscillations de basse fréquence qu'on appelle les deltas. Et juste, vous avez vu l'autre état, qui est l'état d'éveil, où le neurone peut décharger jusqu'à 500 Hz. Donc, ce sont des choses assez simples qui démontrent que la vie, notre état mental dépend d'oscillation. Et on revient évidemment aux travaux de Hans Berger, qui est donc celui qui découvre l'électroencéphalographie, en tout cas chez l'homme, et notamment cette fameuse réaction d'arrêt
qui fait que le rythme alpha qui est dominant les yeux fermés disparaît ou du moins fait place à un autre rythme au moment où on ouvre les yeux. Mais ce rythme alpha va jouer un rôle considérable aujourd'hui dans le domaine du Brain Computing Interface et je vous en donnerai tout à l'heure certains exemples. Alors évidemment, c'est bien sûr grâce à Fourier qu'on peut faire, et d'autres mathématiciens, toutes ces analyses et qu'on peut en extraire, essayer en tout cas d'extraire les informations nécessaires à partir donc des transformés de Fourier, entre autres, et de tous les outils mathématiques qu'on va mettre autour de cette transformée de Fourier pour extraire l'information dominante. Alors, ceci étant dit pour l'activité alpha qu'on mesure en surface du cerveau, mais il est très clair aujourd'hui que les structures sous-corticales sont le siège d'activité alpha de grande amplitude et vous les voyez notamment ici au niveau des structures sous-corticales, notamment thalamiques, et vous voyez de plus que ces rythmes alpha voyagent des zones de très haute performance hiérarchique dans le cerveau vers des zones qui sont de moins grande hiérarchie. Donc ça aussi, c'est ce qu'on appelle probablement, ça porte le top-down, donc des influences top-down vers les zones de traitement initial. Et encore une fois, ce sont des travaux qui se font maintenant chez l'homme, qui sont le point de départ étant l'animal au début. Mais maintenant, on passe chez l'homme et on voit à la fois chez l'homme et chez l'animal ce type de propagation d'ondes mobiles. Donc, quand on capte simplement l'activité alpha pour faire un jeu BCI ou pour faire des applications, évidemment, toute cette complexité, elle n'est pas prise en compte jusqu'à présent. Mais elle devra l'être. Et donc, on va aller vers des outils qui seront de plus en plus performants et qui vont peut-être nous aider à guérir des états mentaux déficients ou alternés. Alors, quelque chose aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est que vous avez 2 mm de tissus corticaux, eh bien, chaque couche de cette structure développe son propre rythme, sa propre fréquence. Donc, ça veut dire que sur moins d'1 millimètre, vous allez trouver des structures neuronales qui peuvent donner lieu à des variations de rythme et donc de produire leur rythme propre. Et ces rythmes propres sont portés à la fois, bien sûr, par une activité neurochimique importante, qu'il y a en dessous de cela tout le travail entre, je dirais, la membrane des neurones et le noyau des neurones, donc tout ce qui est le transfert d'informations membrane-noyau, ce qui veut dire qu'il y a effectivement toute cette épigénèse qui peut jouer dans le tissu cortical et donc aussi réagir aux stimulations que l'on pourrait produire. Donc, encore une fois, nous avons affaire à plusieurs niveaux d'organisation qui vont depuis le gène jusqu'au comportement, en passant par les synapses, les neurones, les réseaux, le système, et de l'autre côté, tous les processus qui sont le processus temporel, les oscillations, la plasticité, la mémoire, la délégation et le learning. Donc, je ne vais pas aller plus loin, mais tout ça, obligatoirement, devra un jour ou l'autre rentrer dans l'IA. Alors, je reprends ici la fameuse image qui circule sur Internet, avec le buzz. Elon Musk aime bien faire du buzz, il l'a fait sur le cochon. Bon, maintenant, il remonte qu'il sait le faire aussi chez le singe, c'est très, très bien. Mais cette expérience-là, c'est une expérience qui est publiée en 1999. D'accord ? Donc, avant l'an 2000, nous sommes donc maintenant en 21, 20 ans plus tard. Et ce n'est que la reproduction de l'expérience de Chapin et Nicole Ellis. Et voilà, après, évidemment, ils l'ont appliqué au jeu de ping-pong, mais le principe de base, c'est-à-dire à un moment donné, l'animal est capable avec sa main de faire bouger le joystick, et donc sur l'écran, et puis on va déconnecter, sans qu'il le sache, l'influence de son poignet sur le joystick, et on va donc capter directement l'activité de ses neurones, et voilà, on va couper maintenant la connexion, voilà, elle est coupée, vous le voyez, et donc ça marche très bien à partir des puces implantées chez le singe. Donc probablement ils ont amélioré l'implantation, etc., pour lequel il y a encore beaucoup de choses à faire aussi, il faut le savoir, chez l'homme. C'est pas si facile que ça de maintenir des probes effectives pendant longtemps chez l'homme. Il y a des remodulations du tissu, donc on n'est pas encore à pouvoir tout un chacun, comme les médias le laissent croire, utiliser des puces électroniques. Donc, c'est ce que je voulais dire par rapport à cela et qu'il faut donc continuer à favoriser les recherches fondamentales. Et on peut aussi penser que ces fameuses recherches fondamentales devraient pouvoir encore être menées au sein des universités, ou alors on doit espérer que les GAFA, évidemment, financent les universités et prennent donc aussi le contrôle de la recherche fondamentale. Ce sont des questions philosophiques et politiques importantes, je pense,
aujourd'hui. Alors, nous avons au sein de nos laboratoires et en collaboration avec le groupe de Gianluca Bontempi, du Machine Learning Group à l'ULB, et le Collège de France avec Alain Berthoz, travaillé sur, notamment sur une manip d'hyperscanning. Ça veut dire qu'on mesure l'activité cérébrale de deux sujets qui, vous le voyez ici, vont se lancer des objets. Donc, ils vont se lancer des objets. Donc, vous avez à la fois un acteur et vous avez un observateur. Tous les deux, on mesure donc l'activité cérébrale. Lorsque l'on lance une balle avec une idée festive, on joue, ou au contraire, on lance la balle avec une idée d'agressivité. Et où on compare aussi avec un lancer de balle qui est neutre, qui ne conçoit aucun effet émotionnel du tout. Et donc, on a pu à ce moment-là mesurer les mouvements, mesurer l'activité électrobiographique et surtout l'activité cérébrale. On a pu démontrer, donc je vais assez vite sur les résultats qui sont, je pense, extrêmement intéressants, que pendant, ici, vous voyez, la seconde qui précède le début du mouvement, on est capable, avec les outils mathématiques et en particulier avec la géométrie riemannienne, de savoir si cet individu est dans un état festif, dans un état neutre ou dans un état agressif. Et donc, c'est assez remarquable parce que dans, par exemple, une analyse très claire du signal Touno-Joleccio, vous verrez tout à l'heure, on ne voit absolument rien. Donc, c'est grâce à tous ces outils et à tout ce pipeline qu'on va mettre en route qu'on arrive à identifier l'état mental du sujet, à la fois donc celui qui lance et celui qui regarde. Et donc, vous voyez ici l'activité EEG, les variations, ben, il est clair qu'entre les trois états, je pense qu'à l'œil, on est incapable de dire ça c'est le neutre, ça c'est le festif, ça c'est le violent. Donc, il faut passer dans les outils riemanniens, entre autres, pour permettre cette dissociation entre festif et violent, et à partir de là, pouvoir classifier ces états. Donc, nous sommes très, très contents des résultats qui ont pu être obtenus et qui parfois avoisinent disons, l'accuracy de 0,9, ce qui est extrêmement bon. Et on a comparé les différentes étapes du pipeline pour décider de tout ça. Alors, une autre application dans le cadre du projet Wallon NeuroAt qui s'intéressait donc aux enfants ADHD, nous avons développé un outil qui permet donc de faire bouger un robot à partir donc de la détection de l'activité alpha, que ce soit chez l'adulte ou chez l'enfant. Et là aussi, nous avons développé plusieurs procédés de traitement, du plus simple au plus compliqué. Et donc, bien sûr, nous pouvons avoir les potentiels évoqués, nous pouvons mesurer les variations des puissances rythmiques et des oscillations, donc du phase-log des oscillations. Voilà un exemple ici avec un casque qui à l'époque, nous permettait déjà de pouvoir faire mobiliser un petit robot devant l'enfant. Alors ici, il était basé sur le rythme alpha. Donc chaque fois que le rythme alpha atteint une certaine amplitude, donc c'est une espèce assez simple, l'enfant se calme et il entend qu'il est capable de faire bouger, développer et faire avancer ce robot. On a progressivement, bien entendu, développé des méthodes algorithmiques un peu plus développées pour éviter les artefacts, pour sélectionner les deux états, les yeux ouverts, les yeux fermés, de pouvoir sensibiliser aussi ces niveaux-là, pour l'adapter aux circonstances de l'enfant, de telle sorte que l'on puisse développer des apprentissages où l'enfant se rend compte, prend conscience qu'il est capable, à partir de son activité cérébrale, de développer une action sur le monde. Nous pensons que c'est quelque chose d'assez intéressant de façon donc générale. Hi everyone and welcome to the poster presentation of our paper entitled. Pardon, excusez-moi. Alors, je continue, hein, je ne sais pas, je vais continuer. Vous m'entendez toujours? Oui, on entend toujours bien. Excusez-moi. Voilà. Alors, donc nous l'avons également étudié à partir d'un système que vous connaissez tous, qui est le MUSE, et nous avons comparé chez l'adulte, cette fois-ci, les performances, la capacité donc à faire avancer ce robot chez l'adulte, avec le système MUSE ou avec le système ANT, donc un multicanaux. Et vous voyez tout de suite la comparaison de la qualité des signaux. Donc, chez ANT, vous avez l'alpha, donc c'est pris en même temps.
Et vous voyez en vert, en bleu, avec un système multi-channel avec des électrodes, avec du gel, et l'autre, c'est l'activité avec les électrodes principalement frontales que vous pouvez observer. Donc, au même endroit, ben, on a évidemment une amplification, on a un bruit, on a une activité qui est réduite de pratiquement moitié. Mais ça permet quand même, avec les outils classiques, l'analyse en fréquence, de voir qu'il y a des choses comparables, plus d'artefacts au Muse, mais on peut effectivement y arriver. C'est ce que nous avons donc utilisé. Donc voilà, donc les résultats, ben, on voit ici tout d'abord la probabilité de faire en sorte, chaque fois que c'est jaune, c'est les niveaux atteints pour que le robot avance. Donc ce sont les zones où il y aura un retour auditif parce que les gens entendent le robot fonctionner, et c'est donc toute la zone où ils seront capables d'actionner le robot. Là, nous avons le rapport alpha-delta et le rapport alpha-theta durant la performance. Mais ce qui est intéressant, ce que nous avons pu montrer, c'est que les distances, en fonction des participants, sont différentes. Donc, certains sont capables de le faire avancer jusqu'à pratiquement 1 mètre, 600 cm, et d'autres très peu. Donc, les performances, d'ailleurs, sont différentes de sujet en sujet. Mais plus intéressant encore et parfois compliqué à interpréter, c'est que certains vont s'améliorer au cours des répétitions, et d'autres sujets vont diminuer leur performance avec les répétitions. Donc, encore là, il y a toute la complexité de l'attitude d'un individu par rapport à un système artificiel. Je crois qu'il faut en tenir compte, et tout ne va pas toujours comme on pourrait le souhaiter. Alors plus récemment, et j'en aurai bientôt terminé, je crois que j'ai respecté mon temps de 20 minutes, c'est l'utilisation donc de la réalité virtuelle couplée à l'enregistrement des activités électromyographiques, mais également électrobiographiques et électroencéphalographiques, dans le cadre du contrôle éventuel plus tard d'une prothèse myoélectrique, qui serait donc guidée ici par les patterns musculaires. Mais la nouveauté de ce dispositif, c'est que nous allons utiliser, n'est-ce pas, d'abord pour les muscles, ça c'est bien connu, donc on va maintenant développer pour avoir vraiment des enregistrements à haute densité de tous les muscles intervenant dans les mouvements des doigts. Et ces mouvements des doigts sont faits donc au travers du système Oculus Quest, et vous voyez donc l'individu voit des mains qui ne sont pas les siennes. On mesure l'activité électromyographique en direct lorsqu'il effectue différents types de langages gestuels, des langages gestuels, et lorsqu'il l'effectue dans l'environnement virtuel, la saisie d'objets. Et donc, nous sommes maintenant... Je pense qu'on a perdu votre écran depuis une minute. Tiens. Alors, je ne sais pas ce que je dois faire. Moi, je n'ai rien fait. Je reviens en arrière. Regardez. Qu'est-ce qui se passe ici À partir de la réunion Teams, on va faire le partage peut-être. Oui, peut-être. Je vais arrêter le diaporama. Alors, je reviens à Teams. Alors, je vois que c'est la caméra qui est désactivée. Attendez. Voilà. Donc, je retourne, ouvrir le bac de partage. Et je reviens au bureau. Mais là, vous ne voyez plus? Non. Quand j'ouvre le bureau, j'ai ma caméra qui se ferme automatiquement. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Tout à l'heure, on avait la présentation sans la caméra. Mais... Ben oui, attendez. Partager. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Et je n'ai rien fait, absolument rien fait. Hein, mais il y a eu à un moment donné, moi j'ai entendu quelque chose, c'est tout ce que j'ai entendu. Partager, non, bon. Partager. Alors, vous voyez quelque chose? Non. Oui, ça a l'air mieux. On a l'écran. Vous avez l'écran? D'accord. Alors, moi, je retourne sur l'IA. Voilà, où j'étais en train d'expliquer donc ce qu'on est en train de faire. Je me mets en grand écran. Parfait. Voilà. Très bien. Et donc, quand on fait ces exercices-là, vous voyez avec l'activité musculaire enregistrée, l'activité EG, mais là, nous n'avons pas encore traité les EG, mais pour l'instant, nous sommes capables, à partir de l'activité musculaire, de permettre la reconstitution de mouvements. Voilà, je vais vous montrer cette diapositive en temps réel. Donc, nous sommes capables de reproduire, vous voyez ici,
Ça, c'est le vrai mouvement. Et là, c'est le mouvement qui est reconstruit à partir de l'activité électromyographique. Et donc, nous faisons tout ça, évidemment, grâce à l'intelligence artificielle et notamment un deep learning qui utilise donc les activités électromyographiques de surface lors de l'apprentissage et qui nous permet en temps réel de reconstruire et d'animer donc à partir des signaux de l'avant-bras, dans ce cas ici, des mains artificielles. Et ça évidemment aussi, ça peut avoir des résultats importants dans le cadre de la thérapie, parce que voir des mains artificielles agissant sur le monde, qui ne sont pas ses propres mains, ben nous sommes en train de montrer que ça peut avoir des effets considérables dans la rééducation. Voilà donc ce que nous réalisons aujourd'hui et ce que nous faisons. À partir, évidemment, nous essayons toujours de repartir de données fondamentales, de telle sorte que les neurosciences peuvent évidemment jouer un rôle important dans ce développement, tout en prenant conscience de la complexité de ces structures et de la nécessité absolue de mieux comprendre, bien sûr, fondamentalement les différents niveaux, et en particulier les niveaux des réseaux, parce que si on ne comprend pas, si on en reste aujourd'hui à la superficie, ben, nous ne pourrons pas développer des outils très performants. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup pour ces réflexions très intéressantes, notamment sur l'acceptation du sujet par rapport à un système d'intelligence artificielle. Puis on voit ici qu'avec l'EMG, on fait aussi bien que Elon Musk en fait, pour prédire les gestes. Antoine, tu me dis si on a toujours le droit d'éventuellement faire quelques questions pendant 3 minutes. On peut en effet, s'il y a des questions dans le chat, passer aux questions alors. Pas de souci. Donc si vous voulez poser des questions, prendre la parole maintenant, vous pouvez le faire. Il y avait une question dans le chat pour Madame Pamiès, si elle souhaite y répondre. Et s'il n'y a pas de questions, alors j'imagine qu'on peut conclure tout doucement. Peut-être aborder donc pour Madame Pamiès, je ne sais pas si elle est encore là, donc la question de Françoise Lamouline qui nous dit « Recherchez-vous encore des professionnels pour alimenter votre modèle ?» Cela peut m'intéresser, sachant que Madame Lamouline a une expérience, enfin du moins qu'elle est psychologue de formation et qu'elle a travaillé comme psychologue du travail. Ah ben, Madame Pamiès n'est plus avec nous, je ne la vois plus dans les participants. Peut-être, est-ce que quelqu'un a une autre question qu'il souhaiterait poser directement soit dans le chat ou soit en allumant sa caméra et son micro? Ok, ça me semble bien calme. Mais en tout cas, on va clôturer du coup ce webinaire Les Carrefours de l'IA. Et je tiens à remercier particulièrement Gaëtan ici qui a joué le rôle de modérateur, qui a contribué justement à l'organisation de ces webinaires, mais également nos intervenants, donc Guy Chéron, Madame Palmiès, Michel Bricteux, qui ont alimenté justement ce contenu avec des interventions très intéressantes. Je rappelle aussi que ces webinaires sont enregistrés et seront partagés sur la page YouTube de Digital Wallonia. Un mailing suivra justement à ce sujet. Et donc, merci à toutes et à tous. Merci aux partenaires qui ont co-organisé. Donc, je rappelle, c'est en partenariat avec Trail, AI for Belgium, l'AWEX, le Hub Digital Wallonia et avec le soutien du SPOE. Et pour les prochains carrefours de l'IA qui se dérouleront le 16 février, donc on n'aura pas de carrefour sur le mois de janvier, ce sera sur le thème de l'économie durable et circulaire. Donc bonne journée à toutes et à tous.